22 ans de révolution, le Mali toujours debout. En ce jour anniversaire, le président de la République par intérim rend hommage aux martyrs et lance deux messages forts, le courage et la persévérance pour relever les défis actuels. La vie reprend à Tombouctou sur tous les plans. Le gouverneur et l'ensemble des préfets des 5 cercles ont regagné la cité. La population est aussi de retour. L'affluence est grande au bord du fleuve Niger avec la reprise des activités du bac. Le point dans cette édition avec nos envoyés spéciaux. CAN Algérie 2013, demi-finale, fin de course pour les Aiglons. Ils ont été battus au tir au but 4-2 par le Ghana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette édition. 26 mars 91, 26 mars 2013, la révolution démocratique et l'instauration du multipartisme au Mali ont 22 ans. À ce jour anniversaire, le président de la République par intérim a procédé ce matin au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Une manière de rendre hommage aux victimes de mars 91 et d'inviter la génération actuelle au courage et à la persévérance afin de relever les défis actuels. Les précisions, c'est avec Bourama Traoui. Les morts ne sont pas morts, dit Birago Diop, un écrivain sénégalais. Preuve, 22 ans après la révolution du 26 mars 1991, les victimes restent plus vivaces dans les cœurs et dans les esprits du peuple malien. À cette date anniversaire, le président de la République par intérim sacrifie à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. Un devoir de souvenir et de reconnaissance à ceux qui se sont sacrifiés pour un Mali démocratique. À ces dignes fils du pays, le président Dioncounda Traoré a rendu un vibrant hommage. Malgré les hauts et les bas, chaque Malienne et chaque Malien est convaincu que la démocratie était une chose nécessaire dans notre pays. Même ceux qui l'ont combattu à l'époque, aujourd'hui, sont convaincus que c'est cela qu'il nous fallait. Que c'est cela qu'il fallait à un peuple tel que le Mali, digne et ayant des valeurs qui vont totalement avec celles de la démocratie. Je crois que se retrouver une fois par an devant ce monument des martyrs pour nous remémorer les durs combats qu'il a fallu mener pour en arriver là, pour nous rappeler qu'il y a des filles et des fils de ce pays qui sont morts pour cette démocratie. Il y en a qui ont perdu leur santé, il y en a qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs amis. Et je pense que le moins qu'on puisse faire pour eux, c'est de venir leur rendre hommage. Le 26 mars 2013 a un goût particulier. En effet, l'événement est célébré au moment où le Mali fait face à la dure crise de son histoire. Entendez par là la crise institutionnelle et sécuritaire. Pour le chef de l'État, les grands défis se posent au grand peuple et les Maliens doivent s'armer de courage pour réussir le pari. Justement, c'est ce 26 mars et la grande victoire que nous avons remportée alors qui nous donne du courage, qui nous dit que nous avons le devoir de mériter de ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et je crois que c'est une source inépuisable de courage, de persévérance que le 26 mars. Le président de la République par intérim de quitter le monument des martyrs avec cette conviction forte, celle de célébrer le 23e anniversaire de la révolution de mars 91 dans un Mali uni, stable et plus démocratique. On vous l'annonçait hier, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a un nouveau commissaire, l'ancien Premier ministre guinéen Kabiné Komara, qui est secondé par le Malien Marima Tchadjara. La conférence des chefs d'État, quant à elle, sera dirigée par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et le Conseil des ministres de l'organisation par notre ministre de l'Énergie et de l'Eau, Makantunkara. Le point avec nos envoyés spéciaux, Souri Ibrahima Keïta et Aboubakar Traoré.
contenter tout le monde sans se brouiller avec personne. Le 15e sommet de l'OMVS aura été équilibriste jusqu'au bout. Preuve, un haut commissariat cédé à l'incontournable Guinée, fraîchement revenu dans l'espace. Un haut commissariat adjoint taillé sur mesure, pointure Marimancha Diarra du Mali. Et voilà renouveler l'instance exécutive comme l'exigeaient les partenaires financiers. Le ton était déjà donné à l'ouverture du sommet, qui se voulait aussi celui de la reconstitution de la famille originelle de l'OMVS, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal. Et revoilà la Guinée au grand bonheur du président Alpha Condé. Comment pourrait-on imaginer l'OMVS en la Guinée, source du fleuve Sénégal et de tant d'autres qui font de mon pays le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? L'instrument harmonieux de développement qu'est l'OMVS tient sa 15e conférence au moment où les défis l'envahissent de toutes parts, d'où le souhait de l'hôte du sommet, le président Mohamed Ould Abdel Aziz, de faire actionner simultanément tous les leviers de l'arsenal OMVS. La région sahélo-saharienne est aujourd'hui secouée par des défis sécuritaires, environnementaux et sociaux majeurs, exigeant une concertation permanente et une collaboration étroite pour prémunir nos populations contre les dangers du terrorisme, du trafic de drogue et du crime organisé. Pour le président sénégalais Macky Sall, afin que l'eau continue de fédérer sur l'espace organisationnel. Si l'eau, source de vie, a pu être ailleurs un facteur de tension et de conflit, il est heureux en ce qui nous concerne que nous ayons su faire par la solidarité et le partage un trait d'union fécond, un lien fédérateur, porteur de paix et de progrès. Le président Dioncounda Traoré, qui passait le témoin à son homologue mauritanien pour son mandat d'exercice, avait placé le 15e sommet sous le signe d'incontournables qualités dictées par l'air du temps, équité, transparence et solidarité entre autres. À en croire le président sortant, avec le comeback de la Guinée, l'organisation dégagera désormais l'image d'une OMVS relookée, forte d'une nouvelle clé de répartition des charges et des bénéfices, uniquement basée sur l'équité et la transparence. Sans minimiser les acquis, la seule chose qui s'impose est qu'accélérer l'histoire est devenue une exigence. Une exigence sous-régionale, une exigence continentale, une exigence globale. Au rythme et aux conditions d'une mondialisation qui nous imposera le riz asiatique, le blé nord-américain et le sucre caraïbéen, tant que nous ne nous montrerons pas à la hauteur des défis à relever. C'est donc reparti pour une organisation où l'eau coule à volonté sur 1790 km du fleuve Sénégal, avec ses potentialités énormes. 375 000 hectares de terres agricoles aménagées, une puissance énergétique de 800 MW par an, de quoi tonifier les volets énergie, navigation, irrigation et transport routier. En attendant la conférence convoquée en session extraordinaire, le courant passe parfaitement entre ceux qui se considèrent désormais comme cousins, n'en déplaise aux puristes des hautes fonctions de l'État. Vous savez, les Traoré sont les esclaves des Condé, tout le monde le sait dans le Manding. C'est sûr, le délicieux dîner de la veille, haut en couleur musicale, a contribué à adoucir les mœurs et donc les tensions prévisibles.
Voilà, à la fin des travaux, nos envoyés spéciaux ont abordé le tout nouveau président du Conseil des ministres de l'EMVS sur les satisfactions ou les déceptions du 15e sommet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Makan Tounkara est au micro de Souri Ibrahima Keïta. L'OMVS, c'est un joyau entre les mains de nos 4 pays, à savoir la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. C'est un joyau parce que ça permet de développer la coopération économique entre ces États, mais strictement sur la base de l'équité, c'est-à-dire qui investit plus à plus de bénéfices. Ceci étant, ça comporte 3 ou même 4 volets. Il y a un volet énergie, il y a un volet transport, vous avez un volet hydro-agricole et il y a un volet développement social. Concernant l'énergie, vous savez, tous nos pays ont aujourd'hui des difficultés. Là où je parle, le Mali est en délestage, mais le Sénégal aussi. D'ailleurs, en dehors de notre zone, le Burkina Faso aussi, et même le Ghana, et même la Côte d'Ivoire, ces derniers temps ont délesté. Nous avons des problèmes criards d'électricité. C'est ce qui plaide vers le développement rapide de sources de production supplémentaires. Revenons maintenant au renouvellement des instances. Est-ce que vous ne revenez pas un peu dessus par rapport à ça? Non, pas tout à fait, parce que la conférence des chefs d'État est l'instance délibérante de l'organisation OMVS, le Conseil des ministres est l'organe d'exécution des résolutions de l'OMVS. Et ce Conseil des ministres est présidé ou sera présidé par moi-même. Et sur un tout autre plan, le président de l'Assemblée nationale de France a été reçu en audience par son homologue du Mali. L'entretien a porté sur l'accompagnement de l'Assemblée nationale du Mali dans le processus démocratique. Claude Bartolone, à sa sortie d'audience, est au micro de Mamourou Sidibé. D'abord, il fallait que je rende la politesse à mes collègues maliens qui étaient venus à l'Assemblée nationale, où nous avions déjà entendu leurs inquiétudes par rapport aux risques terroristes qui existaient au nord, et nous avions entendu leurs demandes pour que la France soit là, dans le cadre des résolutions qui ont été adoptées au Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans le cadre de la demande qui avait été une demande écrite du président de la République malienne pour permettre au Mali de connaître l'intégrité territoriale. Et puis j'avais eu l'occasion de le dire à mon collègue président de l'Assemblée nationale du Mali, j'ai souhaité que l'Assemblée nationale française soit à côté de l'Assemblée nationale du Mali pour affronter maintenant ce processus démocratique dans lequel va rentrer le Mali. Nos collaborateurs et les députés ont travaillé toute la journée. Nous allons l'un et l'autre présenter les conclusions de ces travaux à nos assemblées, et je suis sûr que l'Assemblée nationale pourra soutenir l'Assemblée nationale malienne dans le cadre de ce processus démocratique qui amènera les Maliens à choisir leur voie dans les semaines qui viennent. Et nous restons toujours avec Claude Bartolone qui a achevé hier sa visite au Mali par un point de presse. Il a notamment rencontré les autorités maliennes sur l'évolution de la situation dans le pays. Ibrahima Traoré, reportage. Le président de l'Assemblée nationale française rencontre la presse pour faire le point de sa visite au Mali. Claude Bartolone s'est d'abord rendu dans le nord du pays, notamment à Gao, pour apprécier le travail et le courage des soldats qui combattent les terroristes. C'était une occasion pour moi, comme nous l'avons fait ce matin avec monsieur l'ambassadeur, d'aller saluer les troupes françaises à Gao, les remercier pour le travail qu'elles ont eu l'occasion de faire, les remercier pour l'engagement et les pertes que nous avons connues pour permettre le maintien de l'entité Mali
quelles que soient les agressions dont ce pays a été victime de la part d'un certain nombre de djihadistes, de terroristes et de trafiquants de toutes sortes. Évoquant la situation politique, le numéro 1 du Parlement français estime qu'à la suite de l'intervention française au Mali, le pays doit rentrer maintenant dans une phase de réconciliation nationale. Il espère que toutes les conditions seront réunies pour organiser des élections crédibles enjouées. Nous ne pourrons pas en rester simplement à une intervention militaire. Il doit y avoir, et c'est le travail essentiel du peuple malien, il doit y avoir une phase de réconciliation et puis il y aura une phase de démocratie. Le peuple malien aura à s'exprimer, c'est un engagement qu'ont déjà eu l'occasion de prendre les responsables politiques maliens devant les responsables européens et internationaux et français. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité que l'on puisse examiner les liens qui doivent être approfondis entre l'Assemblée malienne et l'Assemblée française pour aider les députés maliens, s'ils le souhaitent, à avoir un soutien législatif, à avoir un soutien en termes d'ingénierie parlementaire pour permettre de renforcer la parole du peuple malien à l'Assemblée nationale. Au cours de son séjour au Mali, Claude Barthelone a rencontré le Premier ministre Django Sissoko et son homologue Younousi Touré. Il leur a réitéré la disponibilité de son pays à aider le Mali à renforcer la démocratie parlementaire et surtout à traverser ces moments difficiles de son histoire. Sur un tout autre plan, un mot sur la hausse des prix des transports en commun à Bamako, une augmentation qui a provoqué beaucoup de mécontentement des usagers. Afin de trouver une rapide solution, certains membres du gouvernement ont rencontré le Conseil malien des transporteurs routiers, les syndicats et l'association des consommateurs. Les précisions avec Garibou Pérou. Les minibus de transport en commun ou encore les Sotramans sont depuis lundi invisibles dans la circulation à Bamako. Cet arrêt du travail fait suite à l'augmentation de 50 francs CFA sur l'ancien tarif. Pour trouver une solution que le gouvernement, le Conseil malien des transporteurs routiers, les syndicats des transporteurs et l'association des consommateurs se sont rencontrés ce mardi. Ce qui nous relie avec les transporteurs, ça c'est le comité de facilitation des transports. Là où nous sommes, on a beaucoup négocié avec les transporteurs. On est tombé d'accord sur certaines solutions. On est en crise. Tous les États du monde sont venus nous aider. Et je pense que ces transporteurs aussi sont des patriotes. Et ils ont compris et on est tombé sur des bonnes choses. À l'issue des deux rencontres, les transporteurs et nous sommes convenus, de la légitimité, du bien fondé, de l'augmentation des prix des transports en commun. C'est clair, il y aura augmentation, mais dans des proportions raisonnables. Le gouvernement invite toutes les populations au calme et invite aussi les transporteurs à travailler sur l'ancien tarif, c'est-à-dire du surseoir à l'augmentation des tarifs jusqu'à l'aboutissement du dialogue qu'on est en train de mener. L'économie nationale étant déjà fragilisée par la crise sécuritaire, il est donc cependant nécessaire et urgent de trouver une solution. Visite à Paris du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Husseini Amion Guindo. Au menu de ce voyage, une rencontre avec l'ambassadeur tchadien en France. Il en a profité pour présenter les condoléances des députés au peuple tchadien. Pour rappel, le Tchad a perdu une vingtaine de soldats dans les combats au nord du Mali. Husseini Amion Guindo a aussi rencontré les représentants des Maliens de France. Il les a invités à l'Union sacrée autour du pays. Voilà, la visite à Paris du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Husseini Amion Guindo, qui a rencontré les représentants des Maliens de France. Il les a invités à l'Union sacrée autour du pays. L'ONG Œuvre malienne d'aide à l'enfance au Sahel vient d'élaborer un nouveau projet intitulé Bekungo. Il vise à faire l'évaluation des apprentissages scolaires par la société civile avec comme objectif premier l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali. Tchamoro Konaté.
Malgré les efforts que consentent le gouvernement et ses partenaires en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation, l'école malienne reste confrontée à des difficultés, effectifs pléthoriques et faible niveau des apprenants, entre autres. On se demande, est-ce que nos enfants sont en train d'apprendre? C'est quand ils s'adressent à vous, des élèves qui sont au lycée, voire même dans les universités, vous ne parlez pas correctement le français, ni correctement leur propre langue. Face à la situation, l'ONG Œuvre malienne d'aide à l'enfance au Sahel a enclenché en 2011 un processus de suivi des scolaires du fondamental. Ce nouveau projet d'évaluation des apprentissages scolaires par la société civile BECNCO s'inscrit dans cette logique. Il s'agit d'un test du niveau des apprenants, test qui passe par l'implication des parents d'élèves et l'ensemble de la société civile. Nous avons fait des voyages d'études en Inde, au Pakistan, au Kenya, pour voir comment est-ce qu'ils se sont pris pour participer dans l'évaluation des apprentissages scolaires de leurs enfants. Et de là, maintenant, nous sommes revenus pour produire nos propres outils dans toutes nos langues. Le projet a été accueilli avec enthousiasme par le gouvernement puisqu'il constitue un appui de taille au processus de réforme de l'éducation et à la culture de l'excellence tant prônée. La composante qualité constitue un des éléments fondamentaux des changements devant permettre pleinement l'atteinte de la scolarisation universelle dans notre pays. La recherche de facteurs susceptibles de conduire à des améliorations perceptibles chez les apprenants s'impose comme une priorité dans une situation de rareté des ressources. Le projet d'évaluation des apprentissages scolaires par la société civile BECNCO couvre l'ensemble du pays. Il est financé à hauteur de près d'1 milliard de francs CFA sur une période de 3 ans. Ils sont de retour à Tombouctou. Il s'agit du gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Magara, et l'ensemble des préfets des 5 cercles. Une arrivée qui ouvre la voie à un retour définitif des fonctionnaires et agents de l'État. Le compte-rendu de nos collègues de la DIRPA Tombouctou avec la voix de Adama Djimdi. Bac de Koriomé, une vingtaine de véhicules de l'État à bord. Les administrateurs viennent de s'installer après 10 mois d'absence. De Raourous en passant par Tombouctou, Diré, Gundam et Niafunké, les préfets ou leurs adjoints ont rejoint leur poste. À l'accueil, le colonel Kéba Sangaré et ses hommes. Salutations du jage, accolade, c'est la retrouvaille. L'arrivée du gouverneur et de ses collaborateurs ouvre ainsi la voie pour un retour définitif des autres services publics de l'État, des populations locales et des déplacés. Certains n'attendaient que ce jour. Il y a certains déplacés qui m'ont appelé de Mauritanie ou de Burkina Faso même, qui me disent, monsieur le gouverneur, dès que vous serez à Tombouctou, le lendemain, nous allons entamer notre retour. Donc cela veut dire que si le gouverneur est en place, le commandement de l'administration est en place, la sécurité aussi va venir forcément. La stabilité va venir forcément. Les relances économiques vont venir forcément. Donc c'est quelque chose de début d'un retour effectif de l'ensemble des couches socio-professionnelles et des opérateurs privés. C'est un signal pour lancer à ces populations déplacées de l'extérieur comme de l'intérieur que nous sommes ici, alors nous les accueillons et maintenant la paix revient, la stabilité va suivre et c'est sûr et certain que Tombouctou va redevenir comme elle était auparavant. Ce message semble entendu car nombreux sont les citoyens qui commencent à regagner la cité des 333 saints. Restons à Tombouctou où on constate également le retour des populations vu l'affluence au bord du fleuve Niger avec la reprise des activités du bac de la traversée. Notre correspondant Yéatandina nous en dit plus. Koriomé, port traditionnel des habitants de Tombouctou, retrouve une vie économique avec la reprise des activités du bac pour la traversée du fleuve. Les véhicules de transport venant de Mopti sont les premiers usagers de cet outil précieux. Et les passagers s'en réjouissent. On est très content de la reprise du bac, le moteur a été refait. Donc avant on traversait avec une pénasse qui tirait le bac, on payait 50 000, là actuellement c'est revenu jusqu'à 20 000 francs CFA. Depuis 11 mois de souffrance, maintenant je suis de retour. Alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Nous sommes les premières personnes qui sont rentrées dans le bac aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir à nous tous. Certes, les activités reprennent avec quelques difficultés liées au carburant, mais les habitants de Tombouctou sont heureux de constater
que le gouvernement malien partage leurs préoccupations. Les responsables du BAC aussi partagent le même avis. Chaque voyage, pour l'aller-retour, il faut 40 litres de carburant, pendant que les 40 litres actuellement à Tombouctou font 36 000 francs. Avec l'opération Travel, les militaires français, je leur donne le BAC gratuitement, je leur donne le personnel gratuitement, mais l'essence et les pirogues, ce n'est pas pour nous, donc ils s'en occupent de ça. Avec ces moteurs offerts par le gouvernement du Mali, c'est la fin d'un cauchemar pour les transporteurs de Tombouctou et le début du retour des populations de la région qui ont fui les lieux pendant l'occupation. Visite du président de la CENI à Gao, occasion pour Mamadou Djamoutani de faire l'état des lieux des démembrements de la CENI. Nos envoyés spéciaux sont Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Les démembrements de la CENI auront de quoi s'occuper, cela après un an de non-activité. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a séjourné à Gao. C'est un président heureux qui a retrouvé sur place beaucoup de démembrements de la CENI. Donc il est important que la CENI vienne sur le terrain pour voir effectivement quel est l'état de lieu pour une reprise des activités sur le terrain. Naturellement, chaque structure doit jouer pleinement sa partition. Une autre surprise, c'est la présence du gouverneur avec tout son staff et les préfets des 4 cercles de la 7e région. Les conditions matérielles sont réunies pour organiser les élections en juillet 2013, a rassuré Mamadou Djamoutani. Par rapport au vote des réfugiés, quelques soucis existent. C'est important le vote des réfugiés et le vote des déplacés. Vous savez, au Mali, le droit de vote est un droit constitutionnel. Et une des missions de la CENI, justement, c'est de veiller à ce que le droit de l'électeur soit respecté. Donc nous sommes inquiets du vote des réfugiés et des déplacés. C'est le fichier biométrique qui est retenu pour les élections de juillet 2013. La CENI compte 795 démembrements, totalisant 4644 membres à travers les pays. Un mot d'éducation, les étudiants utiliseront désormais des cartes à puce en lieu et place des cartes magnétiques, un changement voulu par Ecobank afin de mieux sécuriser le retrait des bourses d'étudiants. La cérémonie de lancement a eu lieu hier, c'était en présence de Rachel Tessougui. Désormais, les étudiants n'utiliseront plus les cartes magnétiques pour le retrait de leurs bourses. Plus de 72 000 cartes à puce seront délivrées par Ecobank à toutes les universités de Bamako. Ce changement contribue à sécuriser la procédure de retrait des bourses d'étudiants. Le changement de carte s'est opéré au niveau même de Ecobank Group. En fait, le groupe a estimé qu'il fallait passer à une norme plus sécurisée des cartes, qui est la carte à puce. Donc je présente, voilà ma carte. Donc cette carte-là est plus sécurisée que les cartes magnétiques. Donc cette opération va se dérouler à partir d'aujourd'hui et puis un peu plus sur le mois d'avril. On invite les étudiants à venir récupérer les cartes. La majorité des étudiants pensent que ce changement sera bénéfique pour eux. Ces cartes à puce sont vraiment efficaces et c'est un moyen vraiment pour sécuriser nos fonds au niveau de l'Ecobank. Parallèlement au changement de carte, le Centre national des œuvres universitaires a un projet. La mise en place d'un système informatique de gestion dont le but est de pouvoir constituer une base de données avec des données alphanumériques et des données biométriques. Ça veut dire que l'étudiant aura désormais dans le fichier sa photo et ses empreintes digitales. À moyen et long terme, ce système mettra à la disposition des décideurs des statistiques fiables qui permettront l'élaboration de prévisions et de programmation réalistes pour une gestion efficiente des œuvres universitaires. 10e et 11e session ordinaire du conseil d'administration de la Maison africaine de la photographie. Le budget prévisionnel est revu à la baisse est estimé à 87 millions de francs CFA. Garibou Pérou, les détails. Au cours de cette 10e et 11e session ordinaire du conseil d'administration de la Maison africaine de la photographie, les administrateurs ont d'abord fait les bilans et la situation d'exécution du budget 2012. Ils ont ensuite examiné le programme d'activité et le projet budgétaire 2013. La Maison africaine de la photographie, en tant qu'établissement chargé de la promotion et de la diffusion des œuvres photographiques, n'a pas échappé aux contraintes majeures de l'année qui vient de s'écouler. Nous sommes à peine à 70%
des ressources qui nous sont habituellement allouées. Donc notre programme d'activité 2012, par exemple, n'a pu être correctement exécuté. Sur une dizaine d'activités, en fait, nous n'avons réalisé que 3. La subvention de l'État pour le budget 2013 se chiffre à la somme de 87 478 000 francs CFA. Il s'agira donc de reconduire les activités qui n'ont pas été réalisées en 2012 et qui restent pertinentes dans le contexte actuel. Courant 2012, la Maison africaine de la photographie, dans le cadre de la Semaine nationale du patrimoine culturel, a organisé une exposition de photographie sur le paysage urbain de Gao et une session de formation en vue de stimuler la création photographique au Mali. À propos de l'année en cours, les œuvres de Mamadou Konaté, prix Accor 2005, seront présentées au public. L'établissement projette aussi des inventaires d'images sur l'histoire et les changements politiques, socio-économiques et culturels de notre pays. En 5e région, tenue de la 6e session du comité régional de suivi et de coordination du projet d'appui aux communautés rurales PACR. À l'ordre du jour, l'exécution du plan opérationnel 2012 et la présentation du plan opérationnel 2013. Mamar Ibrahim Touré, compte rendu. Les assises de cette 6e session du comité régional de suivi et de coordination du projet d'appui aux communautés rurales en région de Mopti porte sur l'état d'exécution du plan opérationnel 2012, la présentation du plan opérationnel 2013. Courant 2012, on est en globalité à 40% de taux d'exécution. Et ce qui reste à faire pour 2013, c'est surtout parachever tout ce qu'on avait commencé afin d'atteindre les objectifs assignés pour la région, à savoir 257 conventions d'appui aux coopératives, 140 conventions pour les collectivités et l'appui à un certain nombre de structures, d'écoles, de mutuelles et d'ASACO. Nous avons fait une forte recommandation qu'un portage politique soit assuré par les collectivités territoriales en vue d'assurer le plaidoyer pour une rallonge, une prolongation de ce programme-là jusqu'en fin d'année 2013, mais aussi négocier une autre phase. La session recommande également de développer la synergie entre les acteurs sur le terrain à travers les cadres de concertation, d'élaborer et mettre en place un mécanisme de pérennisation des actions et enfin susciter l'appropriation des acquis du projet par les structures pérennes. Plan Mali, désormais opérationnel en 5e région avec l'ouverture de ses bureaux à Sévaré, une réponse à la crise qui traverse le pays pour mieux être aux côtés des populations dans le besoin. C'est ce qui nous dit Yacouba Maïga. Cette nouvelle représentation de Plan Mali à Mopti couvrira les cercles de Mopti et de Douanza. Elle sera chargée de la mise en œuvre de plusieurs projets d'assistance humanitaire en réponse à la crise humanitaire qui sévit dans la région de Mopti. Notre mission, c'est de nous battre ensemble avec tous les acteurs afin que ces enfants les plus marginalisés puissent sortir du sous-développement, puissent avoir leur mot à dire, puissent contribuer dans le développement de leur pays. Pour démarrer les activités, Plan Mali a diligenté un certain nombre d'enquêtes qui ont abouti à la conception rapide d'un projet d'éducation et de protection des enfants en situation d'urgence. Ce projet sera exécuté en collaboration avec Caritas Mopti dans les communes les plus affectées de la région. Votre présence aujourd'hui, après les appuis en vivres et kits scolaires aux enfants déplacés depuis les premières heures de la crise, et le témoignage de l'engagement de votre organisation aux côtés des autorités nationales et régionales dans la gestion de la crise. Les activités de Plan Mali à Mopti vont se focaliser entre autres sur l'amélioration des conditions de vie et d'études des enfants vulnérables et déplacés, ainsi que la formation des enseignants sur la pratique pédagogique et sur la prise en charge psychosociale des enfants.
De la culture dans cette édition, les artistes plasticiens de Bamako se mobilisent pour l'unité de la nation. C'est à la faveur d'une exposition d'art qui se déroule au Musée national. Ces artistes s'engagent à reverser 50% des prix d'achat des tableaux à l'effort de guerre. Cheikh Oumar Sangari. Concilier la créativité artistique avec l'engagement pour la cause de la nation, tel est l'objectif principal de cette exposition d'œuvres d'art. Le thème choisi est « Pour un Mali un et indivisible, fier de ses valeurs culturelles ». L'activité s'inscrit dans le cadre du volet culture et citoyenneté du plan d'action de la direction régionale de la culture. La culture, c'est un socle du développement. C'est à travers cette exposition que nous allons essayer d'amener au moins notre modeste contribution à la consolidation du Maliba, de notre pays. Les œuvres exposées parlent du Mali dans toute sa diversité, du nord au sud. Pour le chef du département, parrain de l'événement, la créativité de nos artistes est mise à profit pour la mobilisation nationale. Une telle initiative témoigne éloquemment de la solidarité indéfectible de nos artistes plasticiens à l'égard du peuple malien qui est en train de vivre dans la chair et dans l'âme une des pires tragédies de son histoire. Un peuple dont le courage et l'exemplarité continuent de forcer l'admiration. Face à une situation de crise de ce genre, l'art apparaît en quelque sorte comme une aubaine pour puiser dans le tréfonds de nos ressources intérieures les ressorts psychologiques et moraux qui permettent de réagir dans un ultime sursaut de résistance. En accord avec les auteurs des œuvres exposées, les 50% du prix d'achat de chaque tableau seront reversés en guise de contribution à l'effort de guerre. Culture toujours, le Mali sera à l'honneur le mois prochain à Charlieu, près de Lyon, en France, à travers une exposition présentée par l'architecte designer Cheikh Diallo, intitulée Sur le fil de la tradition. Cette exposition présente une sélection exceptionnelle de mobilier et objets issus des ateliers de Bamako, des œuvres confectionnées à la main par des artisans locaux. Pour plus de précision, nous écoutons le designer Cheikh Diallo. Il est au micro de Molibo Souari. Sur le fil de la tradition, pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent mon combat depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, j'ai toujours voulu mettre la tradition au service de la modernité. Depuis quelque temps, je me suis intéressé au travail que faisaient les tresseurs de chaises avec les fils nylon. Je voulais changer un peu l'usage et puis un peu la fonction et lui donner peut-être des relents esthétiques différents. Donc on a voulu magnifier ce savoir-faire à travers la dextérité des artisans. Donc la tradition demeure et autour du fil, on peut réussir à développer des projets de design qui dépassent la juste curiosité. Cette exposition se déroulera du mois d'avril, mi-avril, précisément le 19, jusqu'en décembre. Donc plus de 7 mois seront consacrés à mon travail qui est fait à Bamako, parce que c'est du Made in Mali concernant le travail du fil que j'aimerais montrer et partager avec la France et peut-être le monde entier. Allez du sport, le Ghana élimine le Mali en demi-finale de la CAN Junior par 4 tirs au but à 2 à l'issue des 120 minutes. Les deux équipes étaient à égalité 0-0. Samedi, le Ghana affrontera l'Égypte en finale qui a battu le Nigeria 2-0. Le compte-rendu du match avec Al-Jumatina. Ce sont les juniors ghanéens qui se dressaient devant la route des Aiglons avec en ligne de mire la finale de la CAN Junior Algérie 2013. La rencontre, largement maîtrisée par les protégés de Moussa Keita Dougoutiki, a été finalement beaucoup plus longue que prévu. Maliens et Ghanéens ont dû aller au-delà du temps réglementaire pour se faire le ticket de la finale. Déjà pendant les 90 minutes, c'est les Aiglons qui ont outrageusement dominé la partie, avec à la clé de nombreuses occasions. Mais ni Adamanian et Samba Diallo n'ont plus marqué. Et que dire de ce bolide d'Aliou Traoré à la 78e minute, dont le poteau renvoie pendant que le portier ghanéen était archi battu. Il a fallu finalement la séance fatidique des tirs au but pour déterminer le finaliste.
car aucun but n'est inscrit durant la prolongation. Les pénaltys seront ainsi fatales aux Aiglons qui perdent 4-2. Une fois de plus, le parcours des juniors maliens s'arrête en demi-finale. Ainsi, le Ghana affronte en finale l'Égypte qui a battu 2-0 le Nigeria dans l'autre demi-finale. Et nous sommes à la fin de ce journal. Avant de le boucler, je vous rappelle l'une des principales informations, le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Une occasion pour le président de la République par intérim d'appeler les Maliens à plus de courage et de persévérance pour relever les défis actuels. Demain, 10h, 13h.